La badiane est une plante vénéneuse. Grimpante comme le puéraire, elle porte des fleurs violettes comme le dolique. En consommer par inadvertance entraîne une mort immédiate et vous transforme en fantôme badianisé. Les croyances populaires veulent que ces spectres ne puissent se réincarner sans remplaçant empoisonnés de la même façon. Aussi, ces fantômes sont-ils particulièrement nombreux, là où la plante s'est répandue, comme dans la région du fleuve aux fleurs de pêcher de l'ancienne contrée de Chu au Hunan. La coutume du pays fait que les gens nés la même année se considèrent liés comme des camarades de promotion au concours, se rendent visite et se traitent de frères de telle année, grands ou petits selon le cas. Leurs enfants se disent neveux de l'oncle de la dite année. Un certain Zhu se rendait chez un camarade de même année, quand, tourmenté par la soif à mi-chemin, il aperçut au bord de la route une vieille femme qui offrait de quoi se désaltérer sous un abri tendu de nattes. Il s'y précipita, fut accueilli courtoisement, mais le breuvage qu'elle lui servit fort aimablement avait une odeur bizarre qui ne ressemblait guère à celle du thé. Après l'avoir humé, Zhu le posa sans y toucher, et serait reparti si la vieille femme ne s'était hâtée de le retenir, en appelant la Benjamine. « Pourrais-tu nous apporter une tasse de bon thé ?» Dans l'instant, une jeune fille, sortie par derrière, vint lui offrir des deux mains la boisson demandée. Elle ne devait pas avoir plus de 14 ou 15 ans. Ses formes, son visage, étaient déjà d'une frappante beauté sensuelle, que soulignaient bagues aux doigts et bracelets aux bras. À peine avait-il pris la tasse, que son âme s'envolait au galop. Jamais il n'avait humé de thé au parfum aussi fort. Il vida la tasse, en demanda une autre. La vieille étant sortie, il prit plaisamment le poignet de la jeune fille, qu'elle avait d'une merveilleuse finesse, et il lui ôta une bague du doigt. Les joues empourprées, elle lui sourit. De plus en plus troublé, le jeune s'enquit de son adresse. « Revenez ce soir, » lui répondit-elle. « Vous m'y retrouverez. » Il lui demanda une pincée de feuilles de thé, qu'il enveloppa avec la bague et s'en fut. Arrivé chez son ami de même promotion, il se sentit mal, et, comme il suspectait le thé d'en être la cause, le mentionna à son hôte. Affolé, ce dernier se récria. « Malheur, ce doit être une revenante badianisée. Mon père est mort de cette façon, je crains que ce ne soit sans espoir. Que faire ?» Zhu était atterré. Il sortit les feuilles de thé et les soumit à l'examen de son ami. C'était bien de la badiane toxique. Il lui montra aussi la bague et décrivit la jeune fille. Celui-ci répondit après mûre réflexion, « Ce doit être la Benjamine des Cao. » C'était en effet le nom qu'elle avait décliné. Zhu lui demanda comment il avait pu le deviner. L'ami expliqua. La fille du riche monsieur Cao, du village au sud, était réputée pour sa beauté. Elle est morte il y a plusieurs années, après avoir bu de la badiane par inadvertance. C'est elle qui a dû t'ensorceler. Il paraît que la victime peut s'en remettre, à condition d'avoir identifié le spectre et d'en avoir obtenu une vieille culotte, à faire cuire pour en absorber le bouillon. L'ami se précipita chez Cao, lui rapporta fidèlement la situation dans laquelle se trouvait Zhu, et le supplia longuement, à genoux. Mais il s'agissait d'un remplaçant qui allait libérer l'âme en peine de sa fille. Cao s'obstinait dans son refus de donner quoi que ce soit. Rempli d'indignation, l'ami revint apprendre l'échec de sa mission à Zhu, qui en grinçait des dents. Emporté par son ressentiment contre le père Cao, il grommelait. « Si je meurs, je ne la laisserai pas revenir à la vie, sa fille. » L'ami raccompagna Zhu jusque chez lui, mais le malheureux tomba mort au moment même où il atteignait la porte de sa maison. Sa mère l'enterra dans les pleurs et les sanglots. Il laissait un fils orphelin d'à peine 1 an. Sa femme se remaria 6 mois plus tard, renonçant à un chaste veuvage. La garde du bébé fut laissée à la grand-mère, à laquelle incombait le soin de le nourrir. Accablée de travaux, elle se lamentait du matin au soir.
Un jour qu'elle venait de prendre l'enfant dans ses bras en pleurant, Joe entra dans la chambre sans crier gare, l'air triste. Effarée, la mère essuya ses larmes et le questionna. « Je t'ai entendu pleurer sous terre, » répondit-il, « ce qui m'a profondément affligé. Je viens donc t'aider de l'aube au crépuscule. Bien que mort, j'ai une compagne qui est venue avec moi partager tes peines. Ne te désole donc pas ainsi, mère. » Qui est-ce, cette nouvelle femme de mon fils? Outré qu'à l'annonce que ton fils allait mourir, M. Coe n'ait rien voulu faire, j'avais l'intention de me mettre à la recherche de leur fille Benjamine, après mon décès, mais je ne savais par où commencer. J'ai récemment rencontré un oncle de même année qui m'a mis sur la piste, et je l'ai trouvée au moment où elle se réincarnait dans la famille du vice-président de ministère Gênes. Je me suis précipité et l'ai ramenée de vive force dans l'autre monde où je suis. C'est elle qui est devenue ma femme. Nous nous plaisons beaucoup et sommes heureux de notre sort. Peu après, une jolie femme, magnifiquement apprêtée, entrait, se prosternait et saluait sa belle-mère. « Benjamin Coe !» annonça Joe. Tout en sachant que c'était une revenante, la mère se sentait quelque peu réconfortée. Joe l'envoya aux travaux domestiques et, quoique la Benjamine n'y fût guère habituée, elle y mettait une bonne volonté touchante. Le couple s'installa dès lors dans la chambre d'autrefois de Joe, et ne la quitta plus. La bru pria sa belle-mère de prévenir ses parents. Le mari y était opposé, mais la mère s'était rangée à l'idée de sa bru et finit par le leur faire savoir. On imagine leur stupéfaction. Ils commandèrent une voiture et arrivèrent bientôt, la reconnurent et tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant à en perdre la voix. Leur fille les exhortait à sécher leurs larmes. La mère Coe s'affligeait de constater combien était pauvre la famille de l'époux. « Nous sommes des fantômes. En quoi la pauvreté peut-elle nous peser ?» fit valoir sa fille. « Ma belle-mère me traite avec beaucoup de gentillesse. Je me sens tout à fait bien chez elle. » Comme on lui demandait qui était la vieille qui servait le thé au bord de la route, elle répondit. Elle s'appelait Nie. Honteuse de son incapacité à séduire les passants, elle m'avait simplement prié de l'y aider. Elle est déjà revenue à la vie dans une famille de marchands de sauces et de boissons à la préfecture. Puis elle apostropha son mari. « Tu es leur gendre. Tu ne salues pas tes beaux-parents? Imagine ce que je ressens. » Joe consentit à se prosterner. Elle descendit alors aux cuisines, préparer à manger pour ses parents à la place de sa belle-mère. La vieille Madame Coe la regardait faire tristement, et, à peine rentrée, lui dépêcha 2 servantes pour l'aider, 100 livres de métal précieux et plusieurs dizaines de rouleaux de toile et de soie. Elle leur faisait de temps à autre cadeau de vin et de viande, de sorte que la mère de Joe connut une relative aisance. Les Coe invitaient souvent leurs filles à venir se reposer chez eux. Mais après quelques jours, elle disait chaque fois « Il n'y a personne à la maison. Il faut me faire raccompagner sans plus tarder. » Quand on cherchait à la retenir, elle disparaissait, rentrant par elle-même. Le père Coe fit alors construire une confortable demeure pour son gendre, mais celui-ci n'apparut jamais chez ses beaux-parents. Un jour, la rumeur d'un prodige se répandit dans le village. Un homme empoisonné à la badiane y était mort et ressuscité. « C'est moi qui lui ai rendu la vie », expliqua Joe. « Le mal avait été commis par Lee le 9e, mais j'ai expulsé le spectre et l'ai chassé. »« Pourquoi ne pas en avoir profité pour te faire remplacer ?» s'étonnait la mère. « J'ai tout cela en profonde horreur, et j'aimerais pouvoir abolir complètement ces pratiques. Comment accepterais-je d'y participer ?
D'ailleurs, je me sens parfaitement heureux de vous servir en l'état où je suis, et ne tiens nullement à revivre. » Dès lors, de somptueux festins lui furent souvent offerts, par ceux qui avaient été empoisonnés, et qui étaient venus solliciter son aide dans la cour. Jamais en vain. Sa mère mourut une dizaine d'années plus tard. Le couple la pleura et se contenta de ne plus recevoir. Seul leur fils porta le deuil complet, se frappant la poitrine et bondissant de douleur comme l'enseignent les rituels en ces circonstances. 2 ans après l'enterrement de sa mère, Zhu maria son fils. La mariée était la petite-fille du vice-président Zhen. Zhen avait eu une fille d'une concubine, mais le bébé était mort prématurément au bout de quelques mois. Il avait par la suite entendu parler du prodige attribué à Zhu, ainsi que du mariage qu'il avait contracté avec la personne qui n'avait pu se réincarner dans sa maison. C'est ce qui l'avait incité à donner la main de sa petite-fille au fils de Zhu. Les relations entre les 2 familles n'avaient dès lors plus cessé. Zhu annonça un beau jour à son fils. « En considération des mérites que j'ai acquis par mes actions humanitaires, l'empereur d'en haut m'a conféré le titre de sire pasteur des dragons des 4 fleuves. Nous sommes sur le point de partir. » Dans l'instant, apparut un quadrige dans la cour. La voiture aux rideaux jaunes était attelée de chevaux couverts d'écailles de poisson aux 4 membres. Les époux, en costume d'apparat, montèrent ensemble dans le véhicule et s'évanouirent en un clin d'œil, tandis que le fils et sa femme priaient en pleurant. Ce même jour, les Cao avaient reçu la visite de leur fille, qui était venue faire ses adieux et leur annoncer la même nouvelle. Comme sa mère en larmes la retenait, la Benjamine lui dit « Mon mari est déjà parti en avant. » Sur ces mots, elle sortit et on ne la revit plus. Leur fils, qui se prénommait prit en souvenir de ses parents le nom personnel de Li Chen, qui signifie « à quitter la poussière de ce bas monde ». Il obtint du père Cao que les ossements de la Benjamine fussent réunis à ceux de Zhu.